Bannissement des véhicules thermiques d'ici 2035 en Europe, zone à faible émission prête à être activée aux quatre coins de la France, pression sociale et surtout écologique à amorcer cette transition vers l'électrique. Bref, on a tous envie de passer à l'électrique. Oui, mais voilà, ça coûte cher et ça lève aussi une question de durabilité. Avec des millions de véhicules thermiques encore sur nos routes et encore en bon état, est-ce que le meilleur véhicule électrique ne serait-il pas un véhicule thermique déjà produit plutôt qu'un véhicule à fabriquer ? C'est tout le concept du rétrofit en fait, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Arnaud Pigonides, fondateur de Rave Mobilities, pour en parler. But next year, for sure, we will have over 1 million robotaxis on the road. Le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail. Il faut avancer vers la mobilité totalement propre. Il suffit par contre de ne pas se tromper sur ce qu'on appelle la mobilité propre. Bienvenue sur Bitume, le podcast qui s'intéresse à l'avenir de nos mobilités. À mes côtés, comme d'habitude, Mathieu et Luc. Salut les gars. Salut Hello. Et notre invité aujourd'hui, pour une fois en présentiel, on s'est un petit peu trop habitué au format virtuel au tout début du podcast. Arnaud, salut. Bonjour. Tu es donc président, directeur de Rave Mobilities, c'est bien ça ? Exactement, président fondateur de Rave Mobilities et de la filière du rétrofit électrique que j'ai créé il y a 4 ans. D'accord, très bien, parfait. Donc pour introduire ce sujet du rétrofit dont on voulait parler au sein du podcast, avec un premier sujet d'abord un peu fondamental, c'est quoi le rétrofit ? Alors le rétrofit électrique, ça consiste à enlever le moteur thermique d'un véhicule, quel qu'il soit, d'un deux roues jusqu'au bus en passant par toutes les voitures et les camions, et de remplacer ça par un moteur électrique qui est alimenté soit par des batteries, soit aussi par une pile à combustible hydrogène qui fournit l'électricité en direct dans la voiture et donc qui permet d'avoir un véhicule sans émission, sans restriction et qui en plus fait faire beaucoup d'économies parce que vous n'avez pas à jeter votre véhicule, à racheter un véhicule neuf qui est forcément très cher, de qui plus est s'il est électrique. Et donc c'est une solution écologique et économique qui est applaudie par l'ADEME, qui a le vent en poupe en ce moment et qui est en train de devenir une vraie sensation en France mais aussi à l'étranger. Et donc pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? C'est quoi la genèse un petit peu de Rave Mobility ? C'est quoi ton parcours déjà de base ? Alors mon parcours est complètement différent et j'avais jamais travaillé dans l'automobile auparavant. Je travaillais dans la pub et donc j'ai fait 15 ans de publicité à New York, à Paris, en planning stratégique. Donc mon métier c'était de conseiller des marques et de faire de la stratégie de marque et stratégie de communication. Et un jour il m'est arrivé un truc complètement fou, c'est que je suis allé par hasard en Californie en 2015 et j'ai rencontré la femme de ma vie. Et donc en allant en Californie, donc je me suis installé là-bas début 2016. J'avais acheté une vieille voiture qui tombait toujours en panne et qui était sympa mais pénible à utiliser. Et j'avais à côté de ça une Tesla qui était extraordinaire à conduire mais que je trouvais particulièrement moche. Et à un moment je me suis dit pourquoi je pourrais pas faire les deux en même temps. Et ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que tout existe déjà. Et à 80 km de chez moi, sur la route de San Diego, il y avait des gens qui faisaient ça sur des Ferrari, sur des combis, sur des Porsche, sur des coccinelles, sur des vannes, des T2, T3. D'accord, ouais. Et donc je suis allé les voir, je suis allé essayer les voitures et là j'ai pris une claque. Et j'ai pris une telle claque que ça m'a habité. Je voulais absolument qu'ils me fassent ma voiture et j'ai réussi, mais vraiment en les pressurant parce qu'ils avaient un carnet de commandes assez long et surtout c'était très artisanal puisqu'ils désossaient des Tesla pour les mettre dans les voitures. J'ai réussi à récupérer une vieille Porsche 914 de 1973 électrique. Et donc avec le sticker zéro émission, ce qui en Californie permettait en plus de rouler sur les autoroutes sans souci, Sans payer, sans payer, et en ayant aussi la voie rapide qui est réservée pour les véhicules qui ont plus de 2 personnes, parce que tout le monde circule tout seul dans sa voiture en Californie. Et puis j'avais aussi le parking gratuit, je me garais pile devant l'entrée au Whole Foods, c'était extraordinaire. Et en plus les gens avaient j'avais la banane d'avoir une vieille voiture électrique et les gens me disaient en plus tu sauves la planète. Alors j'avais pas encore vraiment la sensation de sauver la planète avec une voiture en plus dans un pays qui pollue quand même beaucoup. Enfin, tous les pays polluent, mais et donc je me suis retrouvé être un client, un early adopter avant de devenir un industriel du rétrofit, parce que quand je suis rentré en 2017 avec ma chérie et un bébé sous le bras en France, en fait je pouvais même pas ramener ma voiture.
Et donc, j'avais l'intention de créer Rêve, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être un constructeur. Pour moi, je trouvais la magie américaine assez intéressante de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Alors, en Europe, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, j'ai fait travailler des lobbyistes, des juristes, des ingénieurs, en fait, pour d'abord réfléchir à qu'est-ce que la réglementation qu'on pourrait proposer en France. Donc, c'était 2018. Fin 2018, je crée l'association R, donc l'association du rétrofit. J'étais tout seul, hein. On était 3 petites sociétés qui espéraient peut-être faire du rétrofit un jour. Et moi, j'arrive avec un plan et je présente ce plan en plein pendant la loi LOM, d'orientation de mobilité, par le gouvernement. Je rencontre plein de députés, plein de sénateurs, et je rencontre même une ministre, Madame Borne, ministre des Transports à l'époque, qui me dit « OK ». Et donc, un an après, malheureusement en avril 2020, la réglementation rétrofit est sortie et a permis à moi, à certains concurrents, de proposer du rétrofit, sachant que la réglementation, c'est à partir du moment où on fait le même véhicule, même poids, même puissance, avec une petite tolérance de 10% par essieu pour rajouter des batteries suffisantes, ou une pile à combustible, et en fait, on peut transformer un vélo Solex ou on peut transformer un bus scolaire en rétrofit, et c'est quelque chose qui est en train de pulluler aussi et de grossir énormément en Allemagne, en Angleterre. La Belgique se dote d'une réglementation dans quelques semaines, il y a l'arrêté royal qui va sortir, l'Espagne aussi, donc on a un marché qui est en train de naître et qui correspond en fait à la décarbonation des mobilités existantes. Et tout ça, j'avais pas prévu de le faire du tout au départ. Moi, je voulais faire des jolies voitures anciennes. Et maintenant, je fais des bus électriques, des utilitaires électriques. Et surtout, j'ai emmené tout un mouvement de société. Il y a une vingtaine de rétrofiteurs maintenant en France, surtout sur le transport et les poids lourds, parce que c'est là où il y a une énorme demande de décarbonation, parce qu'il n'y a pas d'offres en concurrence de neuf, ou alors très très cher. Les utilitaires, qui sont une grosse problématique, notamment avec les ZFE, mais surtout une problématique d'économie. Un véhicule électrique neuf, c'est très cher. Un utilitaire, un master neuf électrique, c'est 55 000 €, alors qu'il valait 30 000 € diesel avant. Puis c'est une offre pas tout à fait complète encore aujourd'hui. Ah bah ça n'existe quasiment pas, parce qu'il y a des délais d'attente de dingue. Et alors le rétrofit, c'est entre 22 000 et 30 000 €. Donc si vous avez votre véhicule, qui plus est, vous avez fait un aménagement dessus, vous avez des options qui vous ont coûté cher, ça permet de prolonger la vie de ce véhicule, 5 ans, 7 ans, 8 ans, et c'est toujours ça gagné pour la planète. Donc tout est parti d'une petite frustration de ne pas pouvoir rapatrier son véhicule passion pour aujourd'hui faire bouger les lignes un petit peu en France, et aujourd'hui s'étendre jusqu'au bus, aux véhicules utilitaires, etc. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, et surtout, en fait, à chaque fois, c'est des opportunités, c'est surtout la demande. Rien que sur mon site de voitures anciennes, on a eu, depuis qu'on s'est créé, depuis que la réglementation est sortie, plus de 550 000 visites. On a eu plus de 2 millions de pages vues, ce qui est énorme quand on n'avait rien à vendre. En fait, il y a une demande très très forte des gens et un buzz qui s'est fait. Il y a eu plus de 1200 articles sur le rétrofit depuis la création, et surtout plus de 10 000 demandes de devis. Et donc en fait j'ai croulé sous la demande, et des choses toutes bêtes comme l'agglomération de Rouen qui vient enfin de faire un appel d'offres de rétrofit donc pour 49 bus et autocars, donc en fait ça devient vraiment concret. Et un jour ils m'ont contacté sur le site, sur mon site de voitures anciennes, en disant on cherche des solutions de rétrofit, aidez-nous à en trouver. Et donc on a travaillé avec l'ingénierie, avec des concurrents aussi, pour en fait donner du statut et montrer que ça fonctionne. L'année dernière, j'ai fait un tour de France avec un bus, des voitures anciennes et des utilitaires, 30 villes, 7000 km, pour aller voir les décideurs, surtout pour aller voir aussi nos clients, parce que quand on est une boîte parisienne, faire des essais à Foix ou dans l'Ariège, c'est pas si simple. Donc en fait, on a fait vraiment un roadshow au long cours qui nous a permis de rencontrer des milliers de personnes et de montrer vraiment la ferveur qu'il y avait derrière. Est-ce que justement, c'est une force pour installer les rétrofit d'avoir cette offre collection à côté justement d'autres véhicules que tu es capable de proposer, notamment sur le transport de personnes? Alors, tout à fait, parce que grosso modo, même s'il y a des typologies différentes de B2C, de B2B, d'agglomération, de gestionnaires de flotte, donc c'est quand même beaucoup de décideurs à aller voir, en fait, à la fin, je vais le dire assez pauvrement, ce n'est que enlever un moteur et mettre un moteur électrique qui est beaucoup plus petit et suffisamment de batterie
pour avoir une autonomie suffisante. Et à la fin de tout ça, toute une électronique qui permet de faire en sorte que ça soit fiable pendant des années et que ça fonctionne sans problème comme un véhicule neuf. D'ailleurs, je suis constructeur de véhicules. Même si je n'ai pas à faire le châssis, je suis constructeur d'une chaîne de traction électrique. Et c'est en ça où il y a toute une sécurité derrière qui est dans la réglementation, et donc avec les normes européennes et tout. Et on est vraiment en fait dans une demande qui est complètement disparate. Et donc nous, on a pris le pari d'être agnostique en termes de marque. On va faire du Mercedes Sprinter en utilitaire comme du Kato de chez Fiat. On fait de la Jaguar XJ en ancienne comme de la Fiat 500 parce qu'en fait, il y a vachement de demandes. Et en fait, nous, on répond vraiment à la demande. C'est un peu mon métier de publicitaire et de marketing maker. C'est vraiment d'écouter la demande. Et quand tu as 200 personnes qui te demandent des Saab 900, à un moment, tu fais la Saab 900 parce que tu sais, tu en vendras encore un petit peu plus à l'avenir. Et en fait, on a écouté la demande. Nous, on est vraiment une marque de demande. Mais dis-nous en plus sur la réglementation. Parce que là, j'entends qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'y sont mis. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui commencent à liquider ou en tout cas à se dire que le modèle de société n'est pas forcément bon. Est-ce que c'est justement la réglementation qui vient potentiellement caler tout ça ? Là, tu es en train de nous dire que tu es capable de faire un panel de véhicules très développé. Parle-nous un peu plus de la réglementation que finalement on est très peu à maîtriser. Alors la réglementation est quand même extrêmement stricte et les normes qu'on respecte en Europe sont des normes extrêmement sécuritaires, enfin sécurisées, qui agissent notamment sur les batteries, sur le sourcing des produits. En fait, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas faire comme aux États-Unis, désosser une Tesla et le mettre dans une voiture. Certains disent malheureusement, mais en vrai derrière tout ça, c'est que c'est une supply chain automobile qu'on est en train de mettre en place. Donc de la conception des batteries, alors nous on a choisi un principe de modularité qui nous permet de faire plusieurs véhicules différents avec le même moteur mais des batteries qu'on modularise de manière à pouvoir avoir un système qui fonctionne, plus l'électronique. Tout ça c'est un challenge de sourcing, un challenge de supply, parce qu'il n'y a pas d'industrie sans supply chain qui est au cordeau. Il n'y a pas d'industrie si on ne respecte pas des normes qui font que les véhicules fonctionnent pendant 10 ans, 15 ans, parce qu'on est vraiment là pour la durée. Et ce qu'on met sur la route, c'est pas quelque chose c'est pas un feu follet qui peut-être dans 2 ans marchera plus. Au prix où ça coûte, faut quand même faire de la qualité. Ouais. Donc moi, je me suis entouré de constructeurs, je me suis entouré de gens qui venaient chez les constructeurs aussi, ou des spécialistes de la supply chain, en fait, pour que tout soit maîtrisé jusqu'au bout. Donc la réglementation, c'est très simplement, à partir du moment où on enlève le moteur, le pot d'échappement, le réservoir, on a un poids et un espace disponible, on reproduit la même puissance et le même poids, et donc on ne change pas les caractéristiques d'origine du véhicule. Donc on n'a pas besoin de passer les crash tests. Sauf que pour les batteries, on a une réglementation européenne qui s'appelle la R100 révision 2, qui est bientôt révision 3, qui est extrêmement drastique, mais d'un point de vue sécurité en fait. Et donc derrière tout ça, c'est énormément de tests, énormément de travail d'ingénierie pour arriver à des batteries qui passent cette réglementation 100. C'est un crash test de la batterie, c'est la mise au feu à 600 degrés pendant plusieurs minutes, de manière à s'assurer que ce qu'on met dans un véhicule en fait, est extrêmement fiable, mais surtout sécurisé. Donc c'est pour ça que le rétrofit est quelque chose qui n'est pas au sens américain de l'artisanat un peu fantasque. Là, on est vraiment dans une industrie, et c'est pour ça que maintenant les constructeurs comme Renault, même Stellantis, se mettent au rétrofit, comme Mercedes pour les bus, même pour les camions, au même titre que le neuf, parce que la réalité, c'est qu'il y a 44 millions de véhicules en France. Donc, et qui en vrai, même 41 millions qui circulent quotidiennement. Et dedans, il y a 32 millions de véhicules particuliers, 6 millions d'utilitaires, 600 000 camions, 90 000 bus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un stock de véhicules qui est tellement énorme, qui est très émetteur de gaz à effet de serre, puisque c'est 130 millions de tonnes chaque année, rien que pour le transport émis en France. Et les rendre sans émission, on passe de 130 millions à beaucoup moins. Imaginez, demain, il n'y a que du neuf et du rétrofit dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années. On se retrouve à diminuer les émissions de la France de manière drastique pour aller carrément peut-être à zéro.
Donc l'avantage de cette législation, c'est le fait de passer sur des homologations de série, c'est ça? Exactement. Et donc du coup de se passer d'un passage systématique aux mines pour refaire homologuer à l'unité le véhicule. Exactement, en fait, ouais. on ne va pas aller à la DREAL ou aux mines pour aller regarder le véhicule unitaire. En fait, nous, on a une homologation pour le master qui serait une homologation qui nous permettra d'en faire 1000, 2000, 10 000 sur les 267 000 qui ont été produits, en plus par type. Pareil pour les véhicules particuliers, pareil pour les bus. En fait, on est dans une réglementation qui est extrêmement sécurisée, qui est une très bonne chose, et en plus qui est en train de faire tache d'huile en Europe. Donc notre réglementation française va devenir une sorte de source d'harmonisation européenne. Ouais. Il y a déjà eu un trilogue entre le Parlement, la Commission européenne et le Conseil européen pour trouver des solutions intelligentes et en plus qui relocalisent en France. Parce que tout est fait en France pour la France, tout sera fait, j'espère, en Allemagne pour l'Allemagne. Et c'est vraiment une relocalisation purement européenne dans un marché européen sur des véhicules qui sont déjà achetés par les Européens. Ouais, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire du rétrofit en Allemagne, par exemple, en Italie. On est à chaque fois contraint par des législations locales aujourd'hui avant une harmonisation. Alors exactement, alors l'harmonisation va prendre 2-3 ans, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est d'accord. Très long et ça demande beaucoup d'énergie et un peu d'argent. Mais en gros, aujourd'hui, nos systèmes sont tellement sécurisés qu'on peut même les vendre en Angleterre et en Allemagne, techniquement. Alors après, il y a le marché, on ne peut pas produire 100 000 véhicules en 5 minutes, hein, ça se fait avec le temps. En tout cas, on a rendu ça possible et donc, un jour ou l'autre, oui, je pourrais vendre en Belgique. Dès que l'arrêté royal sort dans quelques semaines, je pourrais vendre mes systèmes ou même mes véhicules en Belgique, parce qu'il y a des reconnaissances entre les pays. Et le jour où il y aura l'harmonisation, ça sera un vrai marché. J'espère que je serai présent dans tous les pays. Alors, on va juste reprendre un petit peu de temps pour resituer un petit peu Rev Mobilities. Aujourd'hui, notamment le spectre de véhicules que vous couvrez, les technologies aussi employées, on a parlé de l'électrique, je peux comprendre qu'il y avait également de l'hydrogène, et puis aussi votre place en fait dans cette chaîne alimentaire du rétrofit, on va dire où est-ce que vous intervenez? Est-ce que les moteurs, les pièces sont une conception de votre part ou vous les achetez ailleurs? On pense notamment également aux batteries avec toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui sur la relocalisation de leur production, etc. Donc, est-ce que tu peux juste nous resituer un petit peu Rev Mobilities, vos gammes et nous redire un petit peu là où vous intervenez, on va dire, dans la transformation du véhicule? Alors, Rev Mobilities est un constructeur. Donc, comme un constructeur, on travaille avec des bureaux d'études et d'ingénierie externe qui nous aident aussi, en plus de nos ingénieurs, pour concevoir les véhicules et faire en sorte que les éléments qu'on met dedans sont pérennes et fonctionnent parfaitement et respectent la réglementation et l'homologation in fine. On a un vrai souci, c'est qu'il y avait pas de batterie. En fait, les batteries homologuées R102 n'existent pas en fait sur étagère. Autant on peut trouver des moteurs, que ce soit chez Valeo, chez Punch ou dans d'autres fournisseurs, autant les batteries, ça n'existe pas sur étagère. En R100, révision 2. Donc en fait, il a fallu qu'on conçoive notre propre batterie, qu'on la conçoive d'un point de vue modulaire aussi, pour faire des économies d'échelle. Et ça, c'est la condition sine qua non pour faire nourrir les véhicules et les faire rouler. Pour concevoir les batteries, alors certes, les cellules, on les achète puisque c'est pas nous les fabriquants de cellules, et il y aura des cellules européennes d'ici pas longtemps, quand Vercor, quand ACC auront fourni, déjà auront créé leurs usines et produiront des cellules. Mais quand on parle d'une batterie automobile, ce sont des cellules assemblées, soudées, qui sont dans un packaging qui doit être résistant au feu et à la destruction. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle le BMS. Et en fait, toute l'intelligence d'une batterie, c'est réside dans le BMS, qui permet de calculer en permanence la tension des cellules et des batteries qu'on met dedans. Et en fait, une batterie, c'est des milliers de cellules. Et donc, ces cellules sont monitorées en permanence par le BMS de manière à prendre aucun risque, parce que c'est dangereux, comme beaucoup de choses. Un réservoir plein d'essence, c'est dangereux aussi. Et donc, en fait, tout ça, c'est ça qu'on a mis en place, nous. Et donc, on a créé notre BMS, nos batteries. Le chargeur, on l'achète sur le marché, parce que je ne vais pas créer mes propres chargeurs, même les moteurs, mais nous sommes des assembleurs, comme Renault est un assembleur de plein de choses qui viennent de chez Valeo, de chez Plastic Omnium, des grands ou des petits équipementiers. Et donc, on est vraiment comme un constructeur à faire en sorte que ça fonctionne complètement, avec ce truc en plus de créer en fait nos batteries, de créer des systèmes modulaires et l'intelligence aussi qui fait en fait communiquer tout ce qu'on a mis dans le véhicule.
Et cette logique va transposer donc du véhicule particulier au véhicule de collection jusqu'au véhicule utilitaire et les poids lourds, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, le fait de mettre des batteries, ça rajoute un poids. Et en fait, les batteries aussi, une des problématiques, c'est que si vous voulez beaucoup d'autonomie, il faut mettre beaucoup de batteries. Or, nous, on est parti du principe que déjà, nos clients artisans, ils ne font pas plus de 80 km. Les agglos qui veulent transformer leurs utilitaires, des fois, c'est 50 km par jour. Donc, on n'a pas besoin de leur mettre 400 km d'autonomie de batterie et surtout leur faire payer 400 km potentiel d'autonomie de batterie. Donc, le rétrofit intervient super bien aussi dans une sorte de sobriété, petit usage, jusqu'à 150 km, 200 km, et le rétrofit est parfait. Si vous avez besoin d'un usage très fort ou très intense, soit il ne faut pas faire de rétrofit parce que ça ne marchera pas, soit alors dans les gros transports et peut-être bientôt dans les transports urbains, on aura les piles à combustible hydrogène qui nous permettront d'avoir une autonomie illimité. Bon, à partir du moment où il y a de l'hydrogène vert, à partir du moment où il y a aussi... on a des stations-service d'hydrogène, ce qui existe très peu en France encore, mais on est au tout début d'une histoire qui est assez incroyable. C'est que la mobilité propre, il y aura aussi même des carburants verts, il y aura pas mal de choses. Donc on est dans une innovation permanente qui est une bonne chose parce que le plus important, c'est d'avoir un meilleur mix énergétique, de passer de 98% de thermique au moins à 50-50, 30-30-30, enfin de trouver des solutions qui en plus conviennent en fait à un usage quotidien. Est-ce que sur cette chaîne de valeur, tu vas jusqu'à faire l'opération de rétrofit, sourcer le véhicule, intégrer justement la technologie dans ce véhicule-là? Alors la grande force de la réglementation qu'on a faite aussi, c'est qu'elle nous permet d'agréer des garages partenaires et des ateliers partenaires. Donc en fait, on se sert d'une chose qui est fondamentale en France, c'est qu'on n'a pas besoin de reproduire des usines pour rien à partir du moment où il y a un terreau et une professionnalisation de l'automobile très très forte en France. Ça va du garage Mercedes à Marseille qui a des niveaux de qualité, des niveaux d'intervention sur les véhicules très très hauts, jusqu'au centre de rénovation et de reconditionnement type Aramis ou les CRVO qui sont en train de pulluler. Donc en fait, on peut se plugger chez ces partenaires-là pour leur donner de l'emploi, parce que c'est une bonne chose pour eux, parce que mine de rien, ils ont très peur à cause de l'électrique de ne plus avoir à faire de maintenance, et ça commence à se constater dans les chiffres. Je crois que l'année dernière, c'était 6% d'heures d'atelier en moins. Donc ça, c'est une bonne chose, et surtout, ça nous permet d'être au plus proche des clients. Parce que si vous faites une usine dans le Nord et que vous faites tous les rétrofits dans une usine dans le Nord, c'est très bien, mais sauf que comment vous faites pour les véhicules de Perpignan? C'est-à-dire que vous allez les mettre sur des camions diesel pour aller les ramener après. En fait, moi, je n'y crois pas. Alors, il faut des micro-usines, il faut des endroits plus gros, des endroits plus petits. Et si on veut vraiment faire les véhicules de fois dans l'Ariège, il faut être au plus proche. Donc, en fait, ce maillage, il se fera avec les professionnels de l'automobile. Et ça, c'est une de mes fiertés dans la réglementation, c'est d'avoir permis aussi de travailler avec des partenaires installateurs. C'est le sens du partenariat avec Autobac. Exactement, Autobac, qui est un énorme groupe de centres auto et de réparation auto. C'est le leader asiatique des centres auto. Ils ont 10 énormes centres auto autour de Paris, de Aroni-sous-Bois, dans le 91, dans le 93. Enfin, ils ont vraiment une zone de chalandise qui est énorme. Et ça nous permet de faire les véhicules qui sont concernés par le Grand Paris, par la ZFE du Grand Paris, mais surtout qui habitent là-bas. Et qui, à un moment, une des grosses problématiques aussi de la chaîne de valeur, c'est de pouvoir rassurer en permanence. Donc, imaginons que ça tombe en panne. Malheureusement, ça tombe très peu en panne. Donc, mais rien que pour le client, il faut qu'il soit rassuré et qu'on puisse lui dire, oui, s'il y a le moins de soucis, on s'occupe du véhicule et ça se fait à côté de chez vous. On parlait des véhicules anciens. J'ai un ami qui a un véhicule de collection et qui se posait la question, est-ce qu'avec une carte grise de collection, on peut faire du rétrofit ? Alors techniquement non, parce que la carte grise collection, c'est une dérogation ministérielle pour autoriser les gens à utiliser des vieilles voitures d'un point de vue récréatif. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec, on ne peut pas aller au boulot avec, parce que aller au boulot en voiture, c'est considéré comme un trajet professionnel. Donc avoir un véhicule de collection, c'est pour un petit plaisir généralement du week-end. Donc on ne peut pas déroger à la dérogation. Et surtout, un véhicule de collection, il est censé être dans l'état d'origine. Donc nous, on ne peut pas faire de véhicule de collection. Cependant, un véhicule de collection peut redevenir un véhicule normal, parce qu'avant d'être collection, il a été un véhicule normal, avec une carte grise normale. Et donc, à partir du moment où on revient en arrière administrativement, là, on pourra faire le rétrofit. D'accord. Et c'est bien une des rares catégories de véhicules qui n'est pas éligible justement au rétrofit.
Alors c'est la difficulté en fait des réglementations, c'est qu'il y a toujours des trucs qui manquent. Par exemple la réglementation d'origine qui va être nettoyée par la DGEC, qui est pas loin d'ici, dans quelques semaines, il y avait les VASP, les véhicules aménagés pour le transport des personnalités, enfin des personnes, parfois des PMR, qui étaient exclus aussi. Et donc tout ça va être nettoyé de manière à faire en sorte qu'on puisse les faire, parce qu'en fait une des vraies vertus du rétrofit, c'est surtout de transformer en électrique les véhicules qui valent très cher du fait de leur aménagement. Et surtout qui font très peu de kilomètres. Quand vous avez des transports collectifs pour les personnes à mobilité réduite, le véhicule il ne fait pas 8000 km par jour. Il ne va jamais faire le Tour de France en 3 jours non plus. Donc c'est des usages très spécifiques pour lesquels le véhicule vaut très très cher. On peut parler de ça dans le BTP, on peut parler de ça dans même les artisans qui font Rungis, Paris et qui nous nourrissent tous les jours. C'est très peu de kilomètres avec des véhicules qui valent très très cher. Ouais. C'est un peu ça le portrait robot du client aujourd'hui chez Remobilities. C'est sur les bus, sur les camions, sur les utilitaires, ce sont les entreprises ou les gestionnaires de flotte ou les artisans qui veulent pas gâcher leur véhicule qui a peut-être 5 ans, 8 ans, 10 ans et qui se disent je vais devoir en plus repayer un aménagement sur un nouveau véhicule électrique, donc c'est une sorte de triple peine. Et nous on permet de maintenir ce véhicule X années de plus. Et c'est une bonne chose déjà pour son portefeuille et c'est une bonne chose aussi pour pouvoir travailler. Tu sais nous en dire plus justement, parce que dans l'industrie, il y a des chiffres qui sont un peu toujours respectés, qui sont globalement qu'un véhicule est conçu pour environ 250 000 km, environ 16 ans. Est-ce que tu sais justement nous dire à quel point le rétrofit prolonge en moyenne quand tu viens récupérer un véhicule ? Alors, on a la chance d'avoir une étude de l'ADEME qui a analysé vraiment sur les utilitaires, sur les véhicules particuliers, sur les bus et camions, l'analyse du cycle de vie. Alors déjà, pour voir le gain économique et surtout écologique en termes de gaz à effet de serre, de ne pas avoir à reproduire un véhicule ou le laisser en diesel. Et donc, c'est à peu près le schéma idéal, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'un véhicule qui a 10 ans, tu parlais de 16 ans, en fait la moyenne d'âge c'est 11 ans et demi d'un véhicule, donc on peut considérer que c'est entre 0 et 22. Donc la dernière décennie de sa vie, avant que le châssis soit peut-être un peu trop rincé ou qu'il y ait trop de choses à changer, le rétrofit est parfait pour la deuxième partie de vie. Et ça a été applaudi par l'ADEME. Sur un bus, c'est quand même 87% de CO2 en moins de le rétrofiter plutôt que de laisser des ailes la deuxième partie de sa vie. Parce que là où tu m'as t'as mis 250 000 km, en fait, c'est le moteur le point faible d'un véhicule. Le moteur, c'est ce qui tombe en panne. Le moteur, c'est il faut changer la courroie de distribution, il faut changer la boîte. D'ailleurs, l'électrique enlève les boîtes, donc c'est beaucoup plus confortable, au-delà du silence, qui a une vraie gêne, notamment dans les villes. Mais le vrai problème, c'est qu'un châssis qui est très bien entretenu pourrait durer même 30 ans. Et donc le rétrofit permet peut-être même de le faire de 10 à 30 ans avec une opération d'upgrade des batteries ou ce genre de choses. Et donc ça s'adapte vraiment à l'usage. Alors un véhicule qui est surconsommé ou qui est détruit au bout de 3 ans parce qu'on fait de la livraison et que le véhicule est massacré, sans doute il ne faudra pas le refaire. Une vieille Twingo qui est en fin de vie, il vaut mieux la changer par une voiture neuve ou même une voiture d'occasion, une électrique d'occasion, parce que de toute façon il ne vaut mieux pas laisser des choses qui sont trop cher à refaire en permanence. Ça, c'est la vie des véhicules. Mais ce qui est incroyable dans le rétrofit, c'est qu'on permet à donner une deuxième et voire une troisième vie. Le bus, là, qui est le premier bus que j'ai eu pour mon roadshow, un vieux Mercedes Citaro, c'est un bus qui n'avait pas 8 ans, qui est l'âge normal pour un rétrofit, parce qu'un bus est traité par les transporteurs 16 ans, et donc après il sera revendu ou dépecé. C'est un bus qui avait 16 ans, à qui on a redonné 8 ans de vie. Donc c'est-à-dire qu'on peut prolonger, si tant est que ça soit bien, si tant est que que le châssis le permette, on peut donner une vie limite éternelle. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que en étant une société à impact, je suis aussi une société à mission au sens de la loi Pacte française. Et donc ma mission, c'est de rendre les mobilités éternelles. Et qu'un véhicule, si tant est qu'il puisse durer 150 ans, que ce soit une vieille 504 qui durera 150 ans dans tous les cas, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Et même un utilitaire qui a été choyé par son propriétaire, avec un frigo qui a été choyé, qui peut durer très longtemps, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc ça, c'est la réponse parfaite aux détracteurs qui pensent que le moteur est un organe vital du véhicule et que ça peut être un peu contre nature de remplacer par un véhicule un moteur plus électrique. Pour les anciennes, ceux qui ont des utilitaires ont un peu moins effectivement, cet attachement. Moins de nostalgie sur le master. Mais c'est souvent l'odeur, en fait, on parle souvent. Non, l'odeur
l'odeur de l'essence dans une voiture Mhm. ancienne, c'est extraordinaire. Oui, je suis d'accord. Après, moi, j'aime pas trop l'odeur de l'essence, mais Je vais vous mettre du rajoute un parfum. parfum. Après le sapin vanille, le sapin essence. ça va vite arriver, hein, je suis Mm. sûr. Et on met bien des faux bruits dans les voitures électriques pour faire semblant d'avoir un turbo. C'est vrai. Mm. Donc, C'est vrai. Voilà. Mais on parle beaucoup des deux côtés un peu du spectre. D'un côté les professionnels, de l'autre les voitures de collection. Pour les particuliers, l'étude de l'ADEME justement se disait bon, le gain économique est moins flagrant, etc. C'est vraiment le cas. Est-ce qu'on voit déjà une progression là-dessus sur les technologies, les coûts qui redonnent du sens là-dessus, là où on a peut-être un marché de l'occasion qui est plus actif sur ce segment-là que sur les autres? alors, l'étude de l'ADEME, elle datait d'il y a 2 ans. Donc, C'est c'était au vrai. tout début de la filière, à un moment où aussi le rétrofit était plus cher. Parce que déjà, les coûts du rétrofit, alors malgré l'inflation et les effets conjoncturels des guerres et ce genre de choses qu'on vit en ce moment, hein, le rétrofit va baisser en termes de coûts. C'est inévitable puisque nos effets volumes vont faire qu'un système qui vaut 22 000 euros sera 17 000 euros dans 5 ans. C'est inévitable parce qu'on utilise des technologies qui sont éprouvées, donc qui sont vendues partout dans le monde. Hein. Le lithium-ion ou le lithium fer phosphate, les cellules qu'on met, elles sont produites en masse dans plein de pays, donc ça nous permettra de faire baisser les coûts. Un rétrofit à 17 000 euros dans une voiture qui vaut quasiment plus que 3 000 euros d'Argus parce qu'elle a 12 ans, 13 ans, est-ce que ça vaut le coup? Techniquement, moi je dirais non. Et donc c'est un des freins qu'on a, c'est de savoir en fait quel est le stock et quel est l'état du stock des véhicules qu'on fait. Cependant, des véhicules qui ont 7 ans, ils sont pas, on va pas les jeter demain, ils vont durer 5, 7, 10, enfin plus 10 ans ou 15 ans supplémentaires. C'est typique des véhicules qui sont en train de polluer, qui sont critères 2, mais qui se feront interdire aussi. Donc le rétrofit permet de les faire, donc là ça devient intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas industrialisé, tant qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin dans les volumes, c'est compliqué de faire du véhicule particulier. Et d'ailleurs, c'est un des gros soucis du gouvernement, parce que le gouvernement a enfin pris la mesure du rétrofit d'un point de vue industriel. Donc, il y a un plan du rétrofit qui a été annoncé par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, pour aider la filière à aller vers le véhicule particulier en massifiant. Cependant, leur rêve, c'est d'avoir un véhicule à 100 euros pour faire du leasing à 100 euros sur des vieilles Twingo ou des vieilles 207. Ça sera réalisable, mais que si, et c'est ce qu'on est en train de faire nous chez Rêve, de faire tout un écosystème qui va de la conception des systèmes, mais aussi le financement, parce que le financement, il faut trouver des solutions de financement et d'assurance aussi, mais aussi tout le reconditionnement, mais de manière massive. C'est-à-dire que demain, si j'achète 10 207 et que j'en fais 10 207 reconditionnés avec des nouveaux sièges, des nouveaux pare-chocs, donc limite quasi neuve, ça coûte pas très cher quand c'est fait en masse. Et en plus, je la rétrofit à des prix moins chers, là, ça va commencer à être intéressant. Alors, intéressant par rapport à quoi? Parce que là où c'est compliqué, c'est que c'est clair qu'un rétrofit sur une voiture, en plus, il faut refaire des trucs dessus, ça vaut très cher par rapport à une Dacia Spring. Ça vaut très cher par rapport à une voiture qui vient de Chine, qui est vraiment à bas coût et qui sont en train de déferler en Europe. Par rapport aux véhicules produits en Europe, en France, en fait, ces véhicules-là valent beaucoup plus cher. Un véhicule électrique, là, j'ai vu la stat, la moyenne d'un véhicule d'occasion électrique, aujourd'hui, c'est 38 000 euros. Mais qui a les moyens de payer 38 000 euros de Heureusement voiture? qu'il y a les OE. Oui, parce qu'il y a très peu de véhicules. Et il y a beaucoup de Tesla, il y a beaucoup de véhicules un peu incroyables. Une Tesla, une Zoé, ça vaut 32 000 euros, neuf. Enfin, ça valait, parce que je crois qu'ils sont en train de l'arrêter. Et c'était une super voiture. Et donc, on a... en fait, il faut voir aussi par rapport à quoi on compare. Si on compare qu'avec des véhicules à bas coût qui viennent de très très loin, dans des circonstances un peu particulières, c'est clair que c'est pas rentable à court terme. Ça le sera peut-être à long terme. Et donc, j'espère que le gouvernement nous aidera et nous suivra là-dessus. J'espère qu'on y arrivera. Je ne suis pas convaincu encore. Mais par contre, par rapport à des véhicules produits en Europe et avec de l'industrialisation en Europe ou en France surtout, là, on devient compétitif. Et tu sais partager à nos auditeurs justement la gamme de prix pour rétrofiter son véhicule? Alors sur un véhicule particulier, pour avoir, en gros, c'est entre 160 et 240 km d'autonomie, donc de batterie suffisante, c'est entre 16 000 et 24 000 euros pour un véhicule citadin. Pour une grosse voiture, c'est plus cher, c'est à peu près 30 000 euros, mais c'est souvent en fait la moitié du prix d'un véhicule neuf équivalent. Prenez une Zoé, ça valait 32 000 euros. En gros, c'était une Clio à 15 000 euros avec 17 000 euros de batterie, dit comme ça. Donc du coup, nous, c'est 17 000 euros pour transformer une Clio. Sur un bus diesel, ça valait 300 000 euros. Électrique, ça vaut 550 000 euros.
hydrogène 750 000, alors qu'un rétrofit, c'est entre 200 et 240 000 euros. Donc, c'est-à-dire que vous en faites 2,5 pour le prix d'un. C'est une évidence. Ouais. Et je dis ça avant prime, parce qu'une des grandes forces qu'on a aussi... C'était la question, voilà. Les subventions, les primes, etc. En gros, en fait, c'était difficile de ne pas obtenir de la part du gouvernement la prime à la conversion rétrofit, qui est l'équivalent de la prime à la casse. Donc, ce qu'on appelle la prime à conversion, c'est la prime à la casse. Vous mettez à la casse une voiture, vous avez 5 000 euros de prime. Ben, nous, on a eu la même prime, mais pour pouvoir faire du rétrofit. Donc, c'est 2 500 euros si vous avez des hauts revenus, 5 000 euros si vous avez des revenus faibles. Enfin, faibles, pas suffisants, donc c'est pour ça que c'est plus aidé. Sur les utilitaires, c'est 5 000, 7 000, 9 000. Et donc, en ayant quasiment les mêmes primes que le neuf, bah en fait, le différentiel est flagrant. Ouais. Et sur certaines agglos qui aident beaucoup, en plus de la prime d'État, il y a des primes régionales, des primes de ville, bah, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros de prime pour un rétrofit à 30 000. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Je voudrais juste revenir sur une chose. On parlait tout à l'heure des constructeurs et de la menace que représente du coup l'offensive potentielle des constructeurs chinois avec des véhicules à bas coût qui pourraient inonder le marché. Mais je voulais surtout revenir sur la relation entre les entreprises de rétrofit et les constructeurs eux-mêmes. On voit par exemple à Rétromobile, l'un de vos concurrents s'est affiché avec Renault pour le rétrofit de véhicules anciens. On voit également Renault seul qui a lancé son initiative avec la Refactory de Flins. C'est un partenaire ou c'est un concurrent, les constructeurs ? Alors, je sais pas bien répondre là-dessus parce qu'en fait, les constructeurs nous regardaient avec défiance au départ, mais c'est normal parce qu'ils voulaient qu'on ait les mêmes conditions de sécurité et des mêmes conditions industrielles qu'on respecte les mêmes normes. Ils voulaient pas d'un rétrofit où on pouvait faire n'importe quoi. Que ce soit déloyal par rapport à... Voilà. Et surtout que ça soit dangereux aussi pour leur marque parce que vous transformez une Renault et en faisant n'importe quoi et elle a un problème, à la fin, on va dire que c'est Renault. Ouais. Donc en fait, nous, au moment de la réglementation, on a travaillé avec la PFA, avec le CNPA qui est devenu Mobiliance, avec toute la filière automobile, en fait, pour être d'accord sur un texte qui contente tout le monde. Et donc, ça a été un énorme travail qui a été finalement très facile parce qu'en fait, on a placé la barre très très haute. Donc, on s'est mis à leur niveau et surtout, on leur a dit, on n'est pas des ennemis, on est là pour transformer. Alors bien sûr, au départ, en 2019, 2020, les constructeurs n'avaient pas émis le souhait de faire du rétrofit. Ceci dit, Jaguar l'avait fait. Rien que Jaguar sur les anciennes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un prince anglais qui s'est marié dans une Jaguar type électrique faite par Jaguar. Il y a des projets qui se passent un peu partout. En fait, la réglementation elle est différente dans chaque pays. Et en France, donc la réglementation qu'on a eue, en fait, elle se passe de l'accord constructeur pour changer un moteur. Uniquement pour le mettre en électrique sans émission à batterie ou à pile à combustible. Donc, on nous a opposé, c'est plus assez classiquement français, on nous oppose parce que c'est facile d'opposer. Et donc en fait, mais on a travaillé avec les constructeurs et depuis, les constructeurs se sont mis au rétrofit. Alors à Flins, ils se sont mis avec un de mes concurrents. Stellantis travaille avec un bureau d'études pour faire du rétrofit aussi. Peut-être qu'ils feront appel à moi, peut-être pas. De toute façon, le marché est super vaste. Et nous, ce qu'on avait, c'est qu'on s'est dit... j'ai pas créé une réglementation pour être juste avec un seul constructeur, pour faire un seul véhicule, parce que il y a un temps long comme d'ingénierie et tout ça. Et je me suis dit, nous on a trouvé une solution et on a travaillé une ingénierie qui m'a coûté beaucoup d'argent. Enfin, merci à mes associés et mes actionnaires, mais qui nous a permis en fait d'avoir une solution beaucoup plus simple et qui permet de faire plus de véhicules. J'espère avoir raison. De toute façon, c'est le marché qui va décider. En tout cas, moi, je suis hyper ravi que Renault s'affiche avec des R5 rétrofités ou des 4L avec un concurrent. En fait, nos concurrents sont nos amis. Parce que plus on fera de l'électrification, plus on fera de rétrofit, plus aussi on aura des bornes de recharge qui permettront de charger facilement, plus ça sera facile d'utilisation. Et le gâteau de la mobilité, je rappelle quand même 44 millions de véhicules en France. C'est un beau gâteau. Si on doit le remplacer, il faudra plus de 25 ans pour le remplacer par du neuf, parce que de toute façon, il se vend que 1,5 million à 2 millions de véhicules par an en France. En gros, si on veut aller vite, on est tous dans le même bateau et j'espère peut-être même un jour me faire acheter par Renault. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, déjà à horizon court terme et même au-delà de tout ça, dans 30 ans, une fois que le bannissement des véhicules aura eu lieu, également des véhicules thermiques aura eu lieu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rêve Mobilities ? Alors moi, en fait, mon rêve, et c'est pour ça qu'on s'appelle Rêve, premièrement, il n'y a pas que la France. Donc certes, je suis en France et on a créé la réglementation française, donc mon core market, c'est la France, mais déjà, il y a l'Europe. L'Europe, c'est 330 millions de véhicules.
Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas se payer des véhicules neufs, même en Europe. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne peuvent pas se payer des véhicules neufs, surtout s'ils valent très cher. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir proposer mes solutions, limite mes kits de rétrofit au Paraguay, au Maroc, en Afrique du Sud, et de manière à ce que les gens utilisent notre technologie qui sera quand même économique versus des grosses technologies et surtout participe à une décarbonation de beaucoup de pays qui ne peuvent pas se le permettre aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est des privilégiés en France, même en Europe continentale, on est ultra privilégiés, on est des pays riches qui pouvons se permettre d'acheter des véhicules neufs. Mais tous les pays dans le monde, il y a 190 pays qui ne peuvent pas se le permettre. Quand on va aux Philippines, on est dans la poussière en permanence et dans les pots d'échappement en permanence. Et des pays comme ça, il y en a des centaines. Et là, il faut vraiment les aider. Donc moi, ce que je souhaite, c'est non pas un jour dire j'ai fait ma mission qui a duré 30 ans de décarboner la France. Ce serait déjà pas mal, mais c'est surtout de faire en sorte de massifier avec des solutions technologiques très très simples, puisque ce qu'on fait c'est monstrueusement simple. D'ailleurs c'est amusant parce qu'avant le moteur thermique, avant la découverte de l'essence, tout était électrique, les mobilités électriques. Donc on revient 120 ans en arrière en faisant une innovation qui permet aussi un truc tout bête, c'est d'éviter d'avoir des gaz carboniques dans les villes. Parce que le gros souci en fait aujourd'hui, c'est la surconcentration du carbone, notamment dans les grandes villes. Et les grandes villes, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que Paris, il y a toutes les grandes villes du monde qui sont encore limite pires que nous. Donc j'aimerais bien participer à ça. Avant de conclure, juste pour rebondir sur l'actualité très, très récente au final, on a vu un peu le revirement de situation autour du bannissement, autour de 2035, là, avec l'Allemagne et l'Italie qui ont rejeté au Conseil européen la validation de ce texte législatif européen pour promouvoir, en tout cas extraire du lot des moyens des moteurs qui seraient bannis, les carburants synthétiques. Alors c'est quelque chose qui pourrait être de nature à s'opposer également au rétrofit, notamment sur une partie du parc, les véhicules anciens, etc. Qu'est-ce que tu en penses Alors moi je trouve que c'est... Pardon, excusez-moi. Moi je trouve que c'est une bonne chose de ne pas interdire, parce qu'en fait il ne faut pas interdire l'innovation. Ce qu'ont demandé les Allemands, en gros, avant les Italiens, en fait, c'était de ne pas s'arc-bouter sur une seule technologie. Moi, je ne dis pas que l'électrique, c'est la panacée. L'électrique est un bon moyen de décarboner, parmi d'autres, et on ne peut pas s'interdire d'innover. Et ce serait quand même dommage d'aller sur une seule technologie, d'imposer à toute une industrie et tout d'un continent d'aller vers une seule techno. Donc il faut tenter d'autres choses, il faut tenter d'autres alternatives comme les carburants green, comme l'injection directe d'hydrogène dans des moteurs, parce que à partir du moment où ça ne fait pas d'émissions, c'est une bonne solution. Et moi, je ne suis pas un ayatollah du tout du rétrofit. Même, moi, ce que je veux, c'est juste qu'il y ait un meilleur mix. Et si on fait 20 de chaque techno et qu'elle contente surtout des usages, en fait, moi, je serais très content. Donc, je ne suis pas du tout contre. Bien au contraire, je trouve que ce serait quand même dommage de régresser d'un point de vue innovation, parce qu'en plus, il n'y a pas que l'Europe, il y a d'autres pays. Donc, ça se trouve, une super technologie qui arriverait aux États-Unis parce qu'on l'a interdite enfin en Europe, elle serait révolutionnaire. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, quoi. La dernière question, peut-être, je vais te poser une question qu'on pose à nos invités habituellement. On est en ce moment au carrefour de toutes les innovations dans un sens, parce qu'on a d'un côté la révolution technologique à bord des véhicules, on a l'arrivée de potentiel de véhicules autonomes, on a l'électrification des flottes, on a les micro-mobilités qui se développent dans les villes et pour lesquelles les municipalités laissent de plus en plus de place également. Et toi, c'est quoi ta vision en fait de la mobilité de demain ? Vers quelle direction tu vois prendre un petit peu tout ça, ou laquelle tu aimerais voir se développer ? Alors moi je suis un peu radical parce que j'aurais bien aimé, je n'ai jamais existé en tant que rétrofiteur, parce que je suis pour les transports en commun. Enfin, alors après, moi j'ai la chance d'habiter dans des villes, j'aimerais qu'il y ait plus de mobilité douce, même en fait ce qui est assez amusant, c'est que j'étais pas dans l'automobile avant, mais je suis quand même le mec qui n'a eu une voiture que parce qu'il était obligé d'en avoir une parce qu'il habitait en Californie, parce que sinon j'ai pas de voiture, je préfère en louer quand je m'en sers. J'ai pas besoin de posséder un véhicule qui est 95% du temps statique et qui ne sert à rien. Alors il y a des alternatives
alternatives, on peut les louer maintenant, c'est super. Et je crois vraiment qu'il faut avoir moins de véhicules, plus de véhicules partagés, et surtout être plus à vélo. Donc je suis un peu particulier dans le truc. J'aimerais beaucoup en fait que s'il devait rester des véhicules à Paris, que ce soit que des véhicules électriques, et surtout que ce soit que des véhicules limite rétrofités en plus du neuf, parce que ce serait une bonne chose, et pareil dans plein d'autres agglos. Et donc c'est pour ça que je me bats quotidiennement pour le faire. Après, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'air qu'on respire soit un peu meilleur, parce que c'est quand même un calvaire. Je ne vais pas vous ressortir les milliers de morts prématurés à cause de la mauvaise qualité de l'air, mais elle est réelle. Et le bruit, en fait, moi je deviens de plus en plus sensible au bruit. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai 46 ans et que je commence à être vieux, mais en gros, dès que je suis dans la rue, j'en peux plus des bruits des utilitaires qui sont à fond de seconde, et puis tout ça, c'est d'une violence inouïe. Ouais. Avec l'électrification et les mobilités douces, c'est un peu plus calme, et ce serait quand même une belle chose aussi. Et Arnaud le prouve. Arnaud le prouve, il y a la trottinette d'Arnaud qui siège au milieu du studio. Il est temps pour moi de te remercier, Arnaud, pour cet échange, et puis de vous donner rendez-vous à tous pour le prochain épisode de Bitume. Si vous souhaitez continuer à suivre semaine après semaine l'actualité du monde de la mobilité, je vous invite à suivre la page The Fast Lane sur LinkedIn, où avec Luc nous partageons chaque semaine notre Mobility Brief que je vous invite à consulter. On se dit rendez-vous très bientôt et bonne route à vous.